à chaque fois que j'avais une nouvelle idée, mon père il m'accompagnait à aller au bout de cette idée. Il m'a jamais dit que c'était impossible. J'ai gagné 400 € avec une personne qui m'a demandé de relier des mails et j'ai fait perdre 500 € à mon père en lui lançant un tunnel de vente. Quel a été le chemin sur ces 3 ans qui t'amène aujourd'hui à la réussite? À partir du moment où vous voyez pas les choses de la même façon, pas le monde de la même façon, pourquoi mettre de l'énergie à convaincre les autres? Ça me donne l'impression qu'il y a une armée derrière toi en fait. Il y a combien de personnes qui travaillent avec toi là? Tu vis aussi ce que tu crois et ce que tu tolères. Donc si tu penses que ça va être difficile, ce sera difficile, ouais. Mon habitude quotidienne, c'est vraiment planification. Je fais quoi demain? Le temps, c'est trop important, ça passe tellement vite. Une femme dans un monde d'entrepreneurs, facile, pas facile? Bonjour Laura, ravi de faire cette vidéo tous ensemble. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus, présenter tes activités, ton business? Pour introduire cette vidéo, je te laisse te présenter. Carrément, je te remercie. Du coup, je m'appelle Laura, donc ça fait 3 ans que je dirige du coup une agence spécialisée en tunnel de vente en système d'acquisition qui s'appelle Système Athéna. Et on a aidé du coup des dizaines d'entrepreneurs, bientôt une centaine d'entrepreneurs, à automatiser leur vente et leur prospection grâce au tunnel de vente, au système d'acquisition. Et du coup, on aide les experts à transformer leur passion en activité prédictible et rentable. Très bien. Donc, tu habites en province. Comment est-ce que tu gères ces allers-retours entre la province et Paris? Parce que j'imagine que tu es amené à beaucoup te déplacer dans le cadre de ton business. Comment est-ce que tu gères ça là? Voilà. Alors, il faut savoir que j'habite du côté de Lille, dans les alentours de Lille, dans un petit village avec très peu d'habitants. Il y a 400 habitants là où j'habite. Et donc, je suis amenée à beaucoup bouger, donc que ce soit à Paris ou que ce soit dans d'autres lieux, dans d'autres pays. Et en général, quand je viens à Paris, c'est surtout pour les events, pour faire du networking, pour pouvoir connecter avec d'autres personnes. Donc ouais, je suis amenée à venir peut-être une fois par mois minimum à Paris. Ouais. Ok, super, très intéressant. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont tes habitudes qui font ta journée type d'entrepreneur? J'essaie d'avoir des habitudes qui sont assez stables. C'est-à-dire que la stabilité me permet d'être réglée et de régler mon énergie au maximum et de pouvoir également anticiper peut-être des moments de fatigue, etc. Donc, ce que je fais dans ma journée en général, c'est que je regarde au niveau de l'équipe si tout le monde a un maximum de clarté sur ce qu'ils doivent faire dans la journée. Je fais un point souvent, assez quand même régulièrement avec eux. Je fais un point également avec les clients. Je regarde si au niveau du suivi, tout est good à ce niveau-là. Et ensuite, j'ai plusieurs réunions dans la semaine qui sont chaque semaine, que ce soit par exemple avec mon pôle vente, que ce soit avec mon pôle suivi, que ce soit avec mon média buyer. Enfin voilà, il y a vraiment des pôles comme ça avec qui je vais faire des rendez-vous une fois par semaine minimum, régulièrement aux mêmes heures, quoi. Et bien justement, moi j'ai remarqué que c'est très important pour toi l'organisation et tout ça. Donc on va creuser un peu plus ce sujet, on va en parler de pourquoi est-ce que c'est important dans l'entrepreneuriat. Quelles sont tes autres habitudes? Comment est-ce que tu fonctionnes au quotidien? Quelles sont tes ambitions, ton mindset? Donc tout ça, je te propose qu'on aille en parler au podcast. Donc je te propose qu'on y aille, c'est parti. Allez, parfait. Laura, bienvenue dans ce studio. En fait, on s'est vu tout à l'heure ce matin pour déjà parler d'une partie de ta vie. Et maintenant, on va passer à une partie plus business et plus mise en action. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire de businesswoman ou d'entrepreneur? Comment est-ce que tu es passé d'une personne qui gagnait à peu près 800 € par mois à une personne qui a créé son business, qui accompagne aujourd'hui près d'une centaine de clients? Comment ça s'est passé? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis super heureuse de pouvoir faire ce podcast avec vous. Je suis la fondatrice de l'agence Système Athéna. Donc, on est spécialisé en tunnel de vente, en système d'acquisition. Et on a accompagné plusieurs dizaines, bientôt une centaine de personnes à automatiser leur vente et leur prospection grâce au tunnel de vente notamment. Nous, notre mission, c'est de pouvoir aider les entrepreneurs et les personnes qui sont experts dans leur domaine à transformer leur passion en activité prédictible et rentable. Pour répondre à ta question, donc il y a 3 ans et demi, j'étais en alternance et donc je gagnais 800 € par mois et j'ai décidé d'investir beaucoup plus que ce que je n'avais dans des formations. Donc la première formation que j'ai achetée, c'était une formation sur les tunnels de vente justement et c'était une formation à 1400 ou 1600 € que j'ai pris du coup en plusieurs fois. Donc autant dire que quand je l'ai prise, j'en ai parlé à personne parce que je savais très bien que tout le monde allait me dire mais il faut pas faire ça, tu t'es fait arnaquer, etc. Et en fait, je me suis posé la question, j'étais un petit peu dans cette période justement d'introspection de ma vie
à la fin du coup de mes études. Donc j'étais en Master 2 à ce moment-là. Et à la fin de mes études, je me suis demandé, je finis bientôt mes études, qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Quel métier j'ai envie de faire, etc. Est-ce que j'ai envie de faire un métier aussi ou être salarié plus exactement ? Donc je suis arrivée à cette question qui est, la Laura de tes rêves, elle ferait quoi ? Et à partir du coup de ce moment-là, j'ai commencé à regarder un petit peu les opportunités sur Internet et je suis tombée sur un webinaire du coup qui expliquait ce que c'était les tunnels de vente, etc. Donc moi, j'étais déjà au pôle marketing de mon alternance, donc c'était dans la continuité de mes études. Ça m'a directement parlé. Et à la fin du coup de ce webinaire, ils ont parlé du prix, donc qui était à 1400 voire 1600 euros la formation. Donc je me suis dit, moi je gagne 800 euros par mois. Ouais, exactement, exact. Eh oui. Ouais, 2 mois et même à ce moment-là, quand tu es en alternance, tu as ta voiture à payer, tu as plein de choses quand même à payer, la nourriture, etc. Donc c'est pas 800 euros que tu gardes dans ta poche. Au début, je me suis dit, ce sera pour une autre personne ou une autre fois. Et je me suis fait rappeler du coup par une commerciale qui est aujourd'hui devenue l'une de mes meilleures amies d'ailleurs, qui m'a justement posé cette question au téléphone. Ouais, mais la Laura de tes rêves, elle ferait quoi ? La meilleure version de toi-même, qu'est-ce qu'elle l'aurait fait ? Tu as fait un dessin, tu as fait une photographie, tu as fait quoi pour te projeter comme ça dans l'avenir ? J'ai écrit. À cette période-là, j'étais pas 100% satisfaite de la personne que j'étais. Je trouvais que mon quotidien se répétait pas mal. J'allais en alternance, je revoyais les mêmes personnes. Les mêmes personnes se plaignaient des mêmes choses au quotidien. Et pourtant, j'étais dans une très très bonne boîte qui est liée à une banque. Enfin, vraiment, j'étais au siège du coup de cette boîte-là. Et on était très bien, très confortable dans cet environnement. Sauf que c'est un peu une cachette. C'est-à-dire qu'il y a des personnes là-bas qui étaient dans cette boîte depuis des années et des années et des années et ça ne bougeait pas. Et finalement, elles étaient pas assez mal pour partir, mais pas assez bien pour être satisfaites de leur quotidien. Et vraiment, en les voyant chaque jour, je me disais, mais ça m'inspire pas. Et si je reste là, en fait, c'est mon avenir, concrètement. Et c'est pas ce qui me parle. Et donc, j'ai fait ce constat-là, je me suis posée et j'ai écrit, ok, quelle femme j'ai envie de devenir réellement, qu'est-ce qui m'inspire, quelle femme je veux incarner, quel impact je veux avoir dans le monde. Et à partir du coup de cette définition, de cette vision, j'ai avancé. Ok, et du coup, on parlait du déclic, mais est-ce que tu as eu un autre déclic, mais plutôt quelque chose où tu t'es vraiment dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'entrepreneuriat, c'est d'être créative, c'est de lancer un projet, c'est pas parce que j'ai bien compris, on a bien compris ce que tu expliquais sur le fait que les gens se plaignaient, c'est dans une situation un peu de chaque jour le même. Et est-ce que tu as eu un déclic qui t'a dit vraiment je veux devenir entrepreneur et c'est pas fait pour moi le schéma classique entre guillemets? Déjà, depuis petite, j'ai toujours été accompagnée par mon papa dans mes plus grands projets. C'est-à-dire qu'à un moment, je voulais être chanteuse, il m'a amenée au cours de chant, il m'a aidée du coup à chanter devant plein de personnes. Enfin, vraiment, c'était incroyable. À un moment, je voulais être modèle, faire des photos, il m'a accompagnée à plein de shootings, etc. Et en fait, à chaque fois que j'avais une nouvelle idée, mon père, il m'accompagnait à aller au bout de cette idée et m'encadrer un petit peu, mais il m'a jamais dit que c'était impossible. J'avais déjà ce truc de me dire en fait je peux être qui je veux à partir du moment où je le décide. Et quand j'ai vu que dans cette alternance justement c'était pas quelque chose qui m'inspirait forcément, il y avait des règles que je comprenais pas, des cadres qu'on me mettait que je comprenais pas et que ça faisait pas de sens pour moi. Vraiment, ça faisait pas de sens dans mes études, pareil, ça faisait pas de sens. Je passais mon temps à faire des choses qui, j'avais l'impression qui ne comptaient pas et qui apportaient pas de valeur. Et du coup, c'est vraiment dans cette quête de sens aussi que je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai envie de vivre ? Est-ce que je peux créer mes propres règles ? Voilà. Mais cette formation dont tu parles, tu l'as choisie au hasard ? Non, je pense pas. Franchement, oui, je me suis pas renseignée plus que ça. Mais pourquoi cette thématique-là ? Ça aurait pu être, je sais pas, mieux vendre sur LinkedIn. Non, c'est peut-être pas à l'époque, mais je sais rien. Pas comme aujourd'hui, je veux dire. Ouais. Franchement, c'est une des premières opportunités que j'ai vues sur Internet. D'accord. Ça faisait sens par rapport à mon parcours qui était déjà dans le commerce et le marketing et par rapport à ce que je voulais faire pour mon papa. Donc je me suis dit, go, tous les feux sont ouverts. Puis il n'y a pas de bon véhicule en soi. Il y a le véhicule qui te correspond le mieux par rapport à ce que tu aimes faire, par rapport à ce que tu sais déjà faire et ce dont le monde a besoin. Et c'est tout, quoi. Faut avancer avec un véhicule. Ok. Et justement, donc tu as acheté cette formation.
Et après, dans les semaines qui ont suivi, comment est-ce que tu t'es lancé? Comment est-ce que ça a évolué aussi? Avec quelles ressources? Comment est-ce que tu as tiré parti de cette formation aussi? Ouais, alors c'était hyper intéressant parce que pendant 6 mois, j'ai pas eu de résultat. Pendant 6 mois, j'ai gagné 400 € avec une personne qui m'a demandé de relier des mails et j'ai fait perdre 500 € à mon père en lui lançant un tunnel de vente. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, ça n'a pas marché et franchement, c'était pas facile parce que mon père m'a confié cet argent, justement, il a décidé de me soutenir dans ce que je voulais faire, dans mon projet, de croire en moi. Et finalement, je suis revenue en lui disant, malheureusement, on a perdu les 500 € en publicité, donc c'était pas quelque chose de facile. Mais ce que je me suis dit, c'est que c'est pas grave, on ne devient pas expert du jour au lendemain, il faut se tromper pour pouvoir apprendre, donc let's go, on continue. Ça me semble toujours être le bon véhicule et vraiment, par contre, je bossais tous les jours très très tôt, je me levais à 5h du matin et avant d'aller en alternance, j'allais courir, j'allais réviser, regarder la formation, etc. Essayer d'appliquer un maximum ce que je pouvais. Mes premiers tunnels au début, ils étaient horribles, c'était une catastrophe et pareil, ma compréhension du marketing, elle était moyenne, mais en fait, je maîtrisais pas les bases. Ça, c'est hyper important de pouvoir maîtriser les bases pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Et ça, en fait, dans les formations, ça, c'est hyper intéressant. On te donne tellement d'informations, mais on te donne pas les bases de ce que tu dois savoir dans plein d'informations, dans plein de formations. Donc, t'as fait perdre de l'argent à ton père. Quoi d'autre? On est comme ça en truc pas très super positif, quoi. J'avais l'investissement de 1 600 € dans la formation, moins 500 € pour mon père. J'ai gagné 400 € et le reste, du coup, je travaillais gratuitement. Je faisais des tunnels de vente vraiment gratuits, quoi. Et avec tout ça, qu'est-ce qu'on prend comme force pour se dire on va pas rester comme ça? Je me suis dit, j'ai toujours cette vision de devenir cette personne-là et cette femme-là, elle va pas abandonner aux premiers obstacles. C'est normal, ça prend du temps, je suis en apprentissage, à côté j'ai mon alternance, je dois gérer les deux, c'est ok, quoi. Hein. Et quel conseil tu donnerais justement aux personnes qui sont face à des échecs, ça ne marche pas, ils essayent mais ça ne marche pas, pour se dire que c'est pas fini, que la bataille continue et qu'ils vont bien finir par y arriver? Est-ce que tu aurais un conseil de motivation, de ressources, de choses à mettre en place concrètement par rapport à ça? Déjà, identifier pourquoi ils ont obtenu ce résultat-là et est-ce que c'était une bonne décision qu'ils ont prise ou une bonne action qu'ils ont faite, mais les probabilités étaient plus du coup positives et ils avaient plus de chances de réussir et malheureusement ça n'a pas réussi, ou est-ce que c'était une mauvaise décision et de là du coup si c'est une mauvaise décision qui a amené à un mauvais résultat ou un résultat qui n'est pas à la hauteur de leur attente, quelle est la source de cette décision ou cette action-là pour pouvoir apprendre en fait de celle-ci et avancer, quoi, continuer d'avancer, prendre du recul pour comprendre si c'était une mauvaise décision ou une bonne décision qui a amené un mauvais résultat, et là déjà c'est différent et pouvoir réitérer, quoi. Hein. Ok, donc ça veut dire que dans ce que tu dis, c'est être vigilant et en veille et en attention permanente sur ce que tu fais. Est-ce que tu as, certains appellent ça des correcteurs de trajectoire, c'est-à-dire tu fais ton bilan tous les jours, toutes les semaines, sur ce que tu as fait et sur ce que tu vas faire la semaine d'après? Est-ce que tu as une technique comme ça que tu pourrais transmettre effectivement aux entrepreneurs qui nous regardent, entrepreneurs qui nous regardent? Est-ce qu'il y a des trucs, des techniques comme ça? Ouais, carrément. Moi, personnellement, je me fixe des objectifs à l'année, des objectifs sur 90 jours, des objectifs au mois, et tous les mois, j'ai une fiche de bilan. Et je regarde concrètement les actions qui ont été mises en place, qu'est-ce qui a été positif, c'est quoi les axes d'amélioration, quels résultats on a pu obtenir, pourquoi on a obtenu ces résultats, ils proviennent d'où exactement. Je fais un gros feedback tous les mois et ça me permet du coup d'avancer plus efficacement avec mon équipe, et je me remets à la fin du mois les objectifs du mois prochain, les actions prioritaires par semaine, etc. Et chaque jour, le soir, avant de commencer ma journée du lendemain, je fais la liste des 3 objectifs les plus urgents et importants à accomplir, ou les 3 actions plutôt, et je prévois en tout cas ma journée du lendemain heure par heure. Heure par heure? Ah ouais. Et ça, depuis que j'ai commencé, je fais ça. D'accord. Depuis 3 ans. À toujours avoir la même motivation pour tes objectifs, à te dire que c'est important, tu arrives à maintenir le cap en permanence?
En fait, l'énergie peut être variable, mais il faut faire en sorte de garder un maximum de discipline parce que c'est ça qui va apporter du résultat et tu peux pas faire uniquement en fonction de ton énergie. Bien sûr, si vraiment tu sens que là, juste t'es devant ton ordinateur et qu'il n'y a plus rien qui avance parce que c'est une fatigue émotionnelle ou une fatigue mentale, c'est bien de faire une pause, mais sinon, voilà, il faut garder un maximum de discipline et il y a des choses à faire, il faut les faire et se rappeler également du coup de ses objectifs. Chaque jour, je sais que quand j'ai démarré, je faisais énormément de visualisation. Vraiment, mes parents devaient vraiment me prendre pour une fille bizarre, mais par exemple, je mettais la musique, des musiques de films ou de héros, etc. Et je me levais et je marquais déjà mes affirmations et après je me levais et j'incarnais ces affirmations, je les criais et c'était ma façon à moi de vraiment les penser profondément, les ressentir et chaque jour comme ça, j'étais inarrêtable et j'avais beau avoir tout le monde à ce moment-là qui me disait mais qu'est-ce que tu fais Laura, on se comprend pas, vraiment j'en avais rien à faire en fait. Ouais. Tout ce qui comptait c'était ce que moi, ma vision et la certitude que j'avais à pouvoir l'atteindre en mettant en place du coup des actions chaque jour. Ok, justement par rapport à ce que tu dis, si tu devais dire une phrase, ou un peu plus, mais disons une phrase aux gens qui critiquent en général, qui ne comprennent pas forcément ce que tu expliques, le fait de la visualisation, l'importance, et parce que parfois le fait d'avoir des grands objectifs, eh bien, c'est clair pour soi, mais les autres ne le comprennent et ne l'entendent pas forcément. Qu'est-ce que tu répondrais à ça ? En fait, je leur répondrai pas parce que en fait, ils ont juste pas la même perception que nous, que toi, ou enfin que tu as toi en tout cas. C'est ok en fait, c'est juste ok. Vous voyez juste pas le monde de la même façon. À partir du moment où vous voyez pas les choses de la même façon, pas le monde de la même façon, pourquoi mettre de l'énergie à convaincre les autres ? Oui, parce que sur les réseaux, il y a pas mal de gens qui sont là pour critiquer, envoyer des phrases où on se dit d'ailleurs qu'ils font peut-être pas grand-chose, j'en sais rien, mais ça a l'air d'être un passe-temps pour certains ou certaines. Ta vision des choses là-dessus, c'est de dire, après tout, peu importe quoi. Ouais, voilà, c'est ok, juste on voit pas les choses de la même façon. Eux, ils pensent qu'ils ont raison de faire ça. Donc... Dans leur tête, ils ont raison, donc ils agissent justement et avec cohérence, etc. Et moi, c'est pareil, je pense que j'ai raison de faire ça et que j'agis justement avec cohérence, etc. Et finalement, il y a pas de vraie vérité. Chacun a sa perception, a sa vérité, a ses croyances. Et c'est tout, le monde est très bien comme ça. Donc juste, je réponds pas et je me dis juste que c'est OK. Ils ont leur vision du monde et j'ai la mienne. Ok. Ce que tu dis est vraiment très intéressant parce que moi, ça me fait penser à une chose. On a l'impression que tu as suivi une méthode un peu, comme certains diraient, à l'américaine, avec un mentoring assez inspirant, assez venant des méthodes un peu la visualisation, les héros, etc. Tu as trouvé ça toute seule ou on t'a soufflé à l'oreille ce genre de choses ? Alors, après avoir... investi dans la première formation et ne pas avoir obtenu de résultats pendant 6 mois, j'ai réinvesti encore une fois dans un autre accompagnement à 3 600 € cette fois-ci. Ça monte, hein. Ah oui. 1200, 3600 x 3. Oui. Et c'est normal, c'est un investissement en soi, paraît-il. C'est ça. Et je gagnais toujours pas d'argent à ce moment-là, donc j'étais toujours à 800 € par mois et j'avais perdu de l'argent. Mais je me suis dit, let's go, quoi. Hein. C'est pas grave, on continue et de toute façon, quoi. Au pire, je suis chez mes parents et je suis en négatif, quoi. Bon, mais au moins j'aurais tout tenté pour atteindre la version de moi-même. Donc finalement, le ratio gain-perte, il était plus avantageux pour moi d'investir pour me sortir de cette situation, ou enfin plutôt, ma situation ça allait en soi, mais plutôt atteindre la situation que je voulais atteindre. Et donc j'ai décidé de réinvestir à ce moment-là sur moi, donc avec cet accompagnement-là qui m'a permis justement de travailler toute cette partie-là de comment incarner vraiment cette version de moi, comment je peux concrètement aider les autres, comment marche la psychologie humaine de façon vraiment générale et basique. Et c'est ça qui m'a permis de mettre encore plus des routines en place. J'ai lu aussi beaucoup de livres de développement personnel, donc je pense qu'il y a ça aussi. Par exemple, tu citerais lequel, là, comme ça ? Alors, le tout premier que j'ai lu, et quand on démarre, franchement, je l'ai trouvé génial quand j'ai démarré, c'était « Penser comme un millionnaire » de Dan Graciosi. Après, j'ai lu « Réfléchissez et devenez riche », je l'ai lu plusieurs fois. Et pareil, ça te donne une ouverture sur le monde et une ouverture sur qu'est-ce que c'est que finalement la réussite, qu'est-ce que c'est que finalement l'échec. Moi, ce que je trouve intéressant dans ces livres, c'est vraiment le fait de ne pas prendre en compte tous les facteurs limitants
et de se focaliser sur la réussite et comment y arriver. Et à partir du moment où on prend comme exemple ces livres qui montrent des plans d'action concrets et qu'on se dit finalement le reste, oui, il y a des pensées limitantes, il y a des facteurs qui vont être difficiles, mais finalement ça permet de se rattacher à ce livre pour réussir. Et donc je trouve ça... C'est un soutien, tu veux dire? Oui, voilà, c'est un soutien qui permet de se séparer et de prendre un train, prendre un train vers la réussite. Ne pas rester sur l'espace piétonnier, mais embarqué dans la voiture, quoi. Ouais. Ça, c'est référence à l'autoroute du millionnaire. Moi, j'ai une question. Là, tu parlais de discipline. C'est pas un peu militaire, tout ça? En fait, parce que c'est... heure par heure, jour par jour, heure par heure. Ouais. Mais quand est-ce que tu te reposes? Quand est-ce que tu t'éclates? Quand est-ce que tu profites de la vie? Regarde, t'es quelqu'un de jeune, on pourrait dire, mais attends, c'est quoi cette femme? Et les jeunes, elles parlent de planifier ses journées heure par heure. Ouais. Normal, pas normal? Après, juste une question aussi, et ça c'est intéressant parce que moi là-dessus, j'ai un avis vraiment très clair. C'est pour toi, est-ce que profiter de la vie, c'est pas en quelque sorte ce que tu fais entreprendre? Est-ce que c'est pas une manière de profiter de la vie? Parce que certaines personnes qui disent il faut profiter quand on est jeune, sauf que si l'idée c'est de profiter pendant 10 ans et après les années qui vont suivre, de pas vivre comme on l'entend, de pas pouvoir entreprendre, créer et d'être en quelque sorte enfermé, et moi je pense que c'est pas la bonne solution. Qu'est-ce que tu en penses, et toi, de tout ça, qu'est-ce que tu en penses? Côté militaire, discipliné, ou profiter de la vie à sa façon en entreprenant? En fait, j'aime le processus, mais c'est un choix. Qu'est-ce que tu veux vraiment et à quel point tu le veux? C'est vraiment ça. Et si tu as défini clairement ta vision et que tu ressens vraiment, quand je me lève le matin, je ressens une flamme à l'intérieur de moi, ici, dans, je sais pas, le plexus solaire, et cette flamme-là me dit, Laura, lève-toi, t'as des choses à faire. Et le temps passe à une vitesse folle, et le temps nous attend pas. Donc, si on fait pas les choses maintenant, ce sera plus tard qu'on le paiera. Et il y a toujours un prix à payer. Peu importe ce qu'on veut dans la vie, il y a toujours un prix à payer, et au plus on demande à la vie, au plus le prix, d'après mes croyances, est élevé. Et du coup, quel prix t'es prêt à payer pour les choses que tu veux? Qu'est-ce que tu veux et quel prix t'es prêt à payer? Et le prix aujourd'hui que je suis prête à payer, c'est justement cette discipline-là. C'est justement de me lever tôt, de pouvoir potentiellement me tromper parce que je passe à l'action, potentiellement du coup assumer pleinement mes responsabilités, devoir assumer des erreurs ou des choses où je me suis trompée, etc. Mais voilà, c'est le prix à payer pour ce que je veux faire, l'impact que je veux avoir dans le monde, la personne que je veux être. Oui, ça peut être militaire, mais c'est pour moi, c'est la balance que j'ai choisie pour me permettre plus tard de vivre ce que j'ai envie de vivre. Et aujourd'hui aussi, franchement, je trouve que c'est quand même beau le processus. Même s'il y a des hauts, il y a des bas, tu vis plein de choses, tu apprends à une vitesse folle, tu rencontres plein de monde. Et à chaque fois, des personnes qui ont pareil, leur propre vision, etc. Et ton champ des possibles, ton monde en fait s'élargit. Et je trouve ça incroyable le processus, même si c'est pas forcément au sens de la plupart des jeunes, en tout cas, la vision de vivre pleinement sa jeunesse. Je vais pas souvent en boîte. C'est très rare que je vais en boîte d'ailleurs. Je sors même très peu, je bosse beaucoup. Et voilà, quoi, c'est le prix à payer, ouais. Tu te détends un petit peu, quand même? Oui, mais c'est choisi. Et surtout, en fait, c'est de la détente productive. C'est-à-dire que je me détends à des moments clés. C'est vraiment ça. Je me détends à des moments clés pour me dire, ok, si je me détends maintenant, en fait, ça va me permettre d'être productive et d'être en forme après, à ce moment-là, pile, où j'ai besoin d'être en forme. Donc, je me détends, mais stratégiquement, c'est un peu ça. Pour gérer, parce que les moments de fatigue qui ne viennent pas gêner les moments de productivité, c'est ça en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Et essayer d'anticiper les moments de fatigue. Et si vraiment, par contre, je sens que je me lève un matin et là, j'ai vraiment une fatigue qui est plus émotionnelle ou mentale et que je suis vraiment devant mon ordi et je suis pas productive, je vais essayer vraiment et essayer de toutes mes forces. Et si je vois que vraiment, au bout de quelques heures, j'ai rien fait et que je suis devant mon ordi,
je coupe, je vais me balader, je vais faire autre chose et après je reviens sur la tâche ou alors je me dis ok je planifie pour demain pour que demain je rattrape du coup mes tâches d'aujourd'hui et que j'effectue quand même mes tâches du lendemain. On a parlé de tout ce qui était un petit peu mindset, réussite, des ambitions, la façon dont tu travailles. Les différentes questions qu'on a posées, c'était très intéressant. Maintenant, je pense qu'on va parler un peu plus de ton entreprise, tes business. Et pour introduire ça, est-ce que tu pourrais nous expliquer et expliquer surtout aux gens qui nous regardent en quoi c'est important l'acquisition de clients et les sujets qui vont autour par rapport à ton business? Carrément. Aujourd'hui déjà, la plus grosse problématique en général des entrepreneurs, c'est comment faire pour trouver des nouveaux clients. Et donc comment ils pallient à ça? Ils vont prospecter en organique ou alors ils font rien, ils passent pas à l'action et ils font des actions qui finalement les fait pas avancer tant que ça et qui leur permet d'être un petit peu plus confortable que de prospecter parce que prospecter, ça demande d'avoir le courage de recevoir des noms et donc c'est pas très confortable et donc ils vont faire des posts, ils vont faire d'autres choses, etc. Mais c'est pas des actions, en tout cas c'est pas les actions les plus courtes et directes pour pouvoir obtenir du coup du résultat, des rendez-vous et derrière des ventes. Donc ça c'est la situation de la plupart des entrepreneurs. Et donc pour pallier à ça, moi je suis du coup focalisée sur les tunnels de vente depuis maintenant 3 ans et donc nous on pallie à ça pour les entrepreneurs. Du coup il y a 2 types de personnes qui viennent à moi. Il y a soit des entrepreneurs qui n'ont pas de système d'acquisition, donc ils fonctionnent au bouche à oreille ou ils prospectent un petit peu mais ça marche pas réellement et en général ils n'ont pas de positionnement clair, donc ils savent pas concrètement à qui ils s'adressent, ils connaissent pas réellement leur persona et ils connaissent pas non plus la meilleure façon, le message qui va pouvoir atteindre directement les cœurs de leur persona et leur offre n'est pas irrésistible, donc ils ont beaucoup de ok je dois réfléchir, Juste, etc. Pardon, tu peux dis-moi. rappeler pour ceux qui nous regardent persona, ça veut dire quoi? Parce des fois on entend plusieurs définitions, mais très rapidement. C'est le profil des personnes que tu souhaites accompagner, de la personne que tu vises. En fait, quand tu vas faire du marketing ou quand tu vas lancer une offre ou autre, tu vas attirer forcément plusieurs profils de personnes. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir se fixer un seul profil et se dire, ok, je parle à cette personne-là. Et mon persona, c'est une femme qui a 30 ans, qui s'appelle Julie. Et Julie, sa problématique, c'est telle chose, elle souhaite telle chose. Aujourd'hui, elle n'arrive pas à atteindre cet objectif parce que elle se trompe de telle façon, mais c'est pas de sa faute parce que ses croyances sont ces croyances-là, etc. Et en fait, vraiment connaître en profondeur qui est Julie, parce que nous, on veut attirer que des Julie. Voilà, donc en gros, le persona, c'est qui est ta Julie. C'est ça, et tu peux avoir en fait plusieurs personas. Tu peux avoir plusieurs types de personnes que tu vas attirer. Tu vas attirer une personne qui s'appelle Julie, qui a 30 ans, etc. Tu vas attirer Marion, qui a, 30 ans aussi, mais ses problématiques sont un petit peu différentes parce qu'elle est un peu plus avancée dans le processus, par exemple, etc. Donc tu peux avoir plusieurs personas. Mais l'idée, quand tu démarres, c'est vraiment de cibler un persona précis, de le connaître de bien le connaître pour avoir un message pertinent qui va directement parler à cette personne. Et après, forcément, des offres irrésistibles pour pouvoir la convaincre de passer à l'acte d'achat et qu'on est la meilleure personne pour pouvoir l'accompagner. Est-ce que tu peux nous expliquer justement par rapport à ton activité ce qu'est un VSL ? En fait, une VSL, en anglais, ça veut dire Video Sales Letter. Donc, c'est une vidéo de vente ou une vidéo éducative. Et en général, elle va se placer... ça va dépendre de la stratégie qu'on a définie. Mais en général, la stratégie la plus commune, c'est de ramener du trafic. Donc, par exemple, de par la publicité. Donc, les personnes vont voir une publicité sur Facebook. Elles vont rentrer leurs coordonnées dans une page d'opt-in. Donc, une page d'opt-in, c'est une page qui va capturer, du coup, nom, prénom, mail et des fois numéro de téléphone. Et ensuite, on va les amener sur une vidéo éducative qui est appelée VSL. Et donc, cette vidéo-là a pour but de augmenter leur niveau de conscience et de leur faire prendre conscience justement que notre solution est la meilleure solution pour leur permettre d'atteindre leur situation désirée et donc de les faire passer à l'action, soit par un appel, soit par leur proposer de prendre un appel avec vous, soit par directement acheter un produit si c'est un produit qui est à moins de 500 € par exemple. Non, en fait, c'est une manière de proposer ou de présenter son offre par la vidéo. Ouais, c'est ça et surtout d'éduquer, c'est surtout une manière d'éduquer la personne. Ouais. D'accord. Par rapport à ton entreprise, quelle a été... Déjà, tu as commencé du coup il y a combien d'années ? 3 ans. Il y a 3 ans. Et quelle a été la croissance, les éléments marquants, entre guillemets,
les éléments clés, des moments où peut-être ça a pris d'un coup, où il y a eu aussi des échecs. Quel a été le chemin sur ces 3 ans qui t'amène aujourd'hui à la réussite de ton entreprise? Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a eu plusieurs gros paliers et je pense que c'est un palier par an. C'est hyper intéressant. Je pense qu'il y en a dans l'entrepreneuriat qui vont aller plus vite. Moi, de mon côté, ça m'a pris vraiment 3 ans, 3 paliers différents. La première année, c'était vraiment une année de découverte. C'était une année de découverte dans le sens où pendant 6 mois, pas de résultats. Ensuite, je me fais accompagner. Là, on va du coup à 5 chiffres par mois directement dès le premier mois. Et ensuite, du coup, je me suis formé une équipe. Donc ça, c'était intéressant. Ensuite, je me suis créé mon propre système d'acquisition. Et là, maintenant, du coup, j'ai mon équipe, mon système d'acquisition et toute la partie vente derrière qui est bien optimisée. C'est-à-dire que, en fait, la première problématique que j'ai rencontrée, c'était comment avoir mes premiers clients. Donc, j'ai pris une formation, un accompagnement, j'ai eu mes premiers clients et je me suis fait recommander, à force de travailler gratuitement, heureusement, quand même. et donc, je me suis fait recommander, j'ai eu mes premiers clients, j'ai mis en place une équipe. Peu à peu, j'ai mis des process en place, etc. Ensuite, deuxième année, système d'acquisition en automatique, parce qu'en fait, ce que je faisais avant pour obtenir mes clients, c'était tout simplement soit de la recommandation ou soit de la prospection. C'est plus long et c'est pas prédictible surtout. C'est pas prédictible. Et moi, ce que je voulais, c'était vraiment quelque chose de prédictible et prédictible au-delà de envoyer autant de messages et du coup forcément avec les nombres etc tu vas avoir autant de ventes, voilà. Et donc on a lancé les ads et donc là on a notre système d'acquisition qui est prédictible, qui est stable et en fait la problématique après le tunnel de vente et le système d'acquisition, c'est les vendeurs qui sont derrière, parce que au plus tu as de rendez-vous, au plus tu vas avoir besoin de monde forcément pour pouvoir gérer ces rendez-vous là, et ces personnes là il faut qu'elles aient des process, il faut qu'il y ait des choses qui soient prévues avant l'appel pour que tu puisses optimiser du coup l'appel, c'est-à-dire que tu aies des personnes qui soient éduquées, qualifiées et motivées au téléphone. Donc il y a des process avant l'appel, donc entre le moment où les personnes ont pris le rendez-vous et les moments où la personne est en rendez-vous, des process pendant l'appel pour le closer avec le script, etc. Des process après l'appel pour le follow-up. S'ils font un acompte, il faut des process pour l'acompte. Enfin voilà, il y a tout ça à faire. Il y a le suivi des commerciaux aussi pour pouvoir évaluer leur performance, pour pouvoir... Il y a toute la partie aussi réécoute de call, etc. Ça demande un temps donc fou. En fait, si on comprend là, parce que tu expliques énormément de choses, donc ça me donne l'impression qu'il y a une armée derrière toi en fait. Donc quand on voit Laura, on voit, je sais pas, t'écouter au moins 15-20 personnes, 30 peut-être, j'en sais rien, j'exagère. Il y a combien de personnes qui travaillent avec toi là? 7. Par exemple, pour vous les nommer un petit peu, j'ai mon média buyer avec qui je travaille. Donc, média buyer, c'est la personne qui s'occupe des publicités, donc gestion des publicités, etc. Donc, mon média buyer qui travaille avec moi depuis maintenant 2 ans. J'ai une personne qui s'occupe de relever tous les indicateurs de performance et de les analyser 2 fois par semaine, et pour nous et pour nos clients. J'ai un copywriter, j'ai une personne qui s'occupe de toute la partie montage. J'ai mon closer qui s'occupe aussi de recrutement d'autres closers pour moi et pour mes clients. J'ai une personne qui fait du setting. Et j'ai moi, on est 7. Ok, alors ça me pose ça. Ouais. Et j'ai une personne technique. Du coup, 8 peut-être, 7 sans moi. 7 sans toi, quoi. Il y a souvent une question qui revient quand on devient entrepreneur. Et moi, ça me parle parce que j'étais DRH avant, c'est la question du recrutement en fait. Recrutement des personnes qui travaillent en direct avec toi ou en tant que prestataire. Tu t'es formé aussi là-dessus ou tu as des guidelines? Comment tu fais pour voir les meilleurs avec toi? Alors en fait, c'est... Les process que j'ai mis en place, c'est vraiment de la logique, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je me dis, ok, mon objectif, c'est ça. Je veux que cette personne avance dans ce sens-là. Dans quel contexte je dois mettre cette personne pour qu'elle avance dans ce sens-là? En gros, c'est ça mon schéma de pensée et ma réflexion. Et pour le recrutement, donc ça c'est plus pour la partie management, pour le recrutement, il y a la vision qui est hyper importante parce que les personnes vont vraiment te suivre toi et ta vision et c'est ça qui va les engager pleinement dans ton projet au long terme. Définir exactement de qui tu as besoin et quelles sont les tâches qui va couvrir, également quels sont les indicateurs de performance qu'il doit atteindre, donc les objectifs qu'il doit atteindre et les objectifs vraiment clés avec des chiffres qu'il doit atteindre pour qu'on sache si c'est un bon mois, si c'est pas un bon mois, est-ce qu'il a mis les bonnes actions en place, est-ce qu'il est efficace ou non. Voilà, le modèle de rémunération qui doit être viable et pour
toi, ton entreprise et pour le garder assez engagé. Donc moi, en fait, ce que je fais en général, c'est que je mets toujours une partie fixe et une partie variable avec des bonus. Comme ça me permet de les garder bien engagés. Également, faire en sorte qu'ils aient en fait des comptes à te rendre dans un certain sens. C'est-à-dire que personnellement, je veux avancer qu'avec des personnes qui sont à fond avec moi. S'ils ne sont pas à fond avec moi, ça ne sert à rien de les avoir dans mon équipe. Bien sûr. Parce que je me dis, ça fait 3 ans que je me lève tous les jours et que je travaille. Je ne peux pas avancer avec des personnes qui sont pas à fond, quoi. C'est pas me respecter, c'est pas respecter mes clients ni mon entreprise. Donc ça, c'est important. Tout à l'heure, tu parlais d'activités prédictibles, enfin, si j'ai bien compris, de prévoir, de prédictibilité. Moi, je suis un peu épaté parce que moi, je connais un petit peu la prospection, mais pas beaucoup. Comment est-ce que tu peux rendre prédictible le résultat, sachant que tu ne vends pas forcément à chaque fois les mêmes produits? Il y a des produits qui sont plus quanti et d'autres moins. Par exemple, si tu vends du coaching, ça dépend des personnes, etc. Comment est-ce que tu peux dire dans l'absolu que tout peut être prédictible? Pour ma part, j'ai des offres qui sont définies. J'ai pas d'offres sur mesure. C'est des offres, c'est les mêmes pour tout le monde, avec les mêmes conditions pour tout le monde. Il n'y a pas de négociation, c'est pareil pour tout le monde. Et donc ça déjà, ça simplifie le truc. Ça simplifie le truc à la fin. J'ai des process qui sont hyper clairs également à ce niveau-là, au niveau de la vente, etc. En fait, après, c'est juste une question de nombre. C'est-à-dire que tu amènes, par exemple, 100 personnes dans ton tunnel de vente. Sur ces 100 personnes, il y en a, j'en sais rien, 50 qui s'optinent. C'est un très bon taux c'est un bon taux d'opt-in, 50. Il y en a c'est-à-dire la qui rentrent leurs coordonnées. Ah non, d'accord, ok. Ouais, qui rentrent leurs coordonnées. Ensuite, sur ces 50 personnes, du coup, on a 50 personnes qui voient ta VSL, donc ta vidéo d'éducation, et tu vas en avoir une dizaine qui vont prendre, même plus que ça, qui vont prendre du coup des rendez-vous avec toi. Et ensuite, personnellement, j'ai un tableau de simulation justement qui me dit, voilà, aujourd'hui, mon taux d'opt-in, donc sur ma page, concrètement, quand il y a 100 personnes, il y a 40 personnes qui laissent leur contact, donc mon taux d'opt-in est à 40%. Je sais que mon taux de conversion après la VSL, j'en sais rien, est à 7%. Et ensuite, je sais que mon taux de closing, donc le nombre de personnes qui arrivent en rendez-vous sur le nombre de ventes qui ont été faites est de autant de pourcents. Donc je sais que si je rajoute par exemple du budget, il y aura plus de personnes. Bon, forcément, c'est un peu moins linéaire que ça. Quand on rajoute du budget, ça change un petit peu, mais bon. Si je rajoute du budget, il y aura, si on garde les mêmes taux, autant de personnes qui arrivent là, autant de personnes qui arrivent là, autant de personnes qui arrivent là. Ok, d'accord, c'est clair. Donc, tu as des process qui sont très bien réfléchis. La mécanique tourne de manière assez huilée, quoi, je dirais. Et j'ai beaucoup de visibilité aussi sur les indicateurs de performance à chaque étape. D'accord. Ok. Et justement, tu parles de procédés, de processus. Aujourd'hui, quelqu'un qui a une offre, par exemple une formation, il a une offre, mais il ne vend pas. On imagine cette situation. Est-ce que tu aurais des étapes clés, par exemple, je ne sais pas, 5 étapes clés pour arriver à commencer à vendre, générer du chiffre en mettant en place des procédés? Ouais. En fait, ça dépend de pourquoi il ne vend pas son offre et de à quelle étape déjà ça bloque. Est-ce qu'il ne vend pas son offre parce qu'il y a du mal à obtenir des rendez-vous? Est-ce qu'il ne vend pas son offre parce qu'il y a du mal à vendre? Déjà, ça, c'est 2 choses qui sont complètement différentes et qu'on va traiter différemment. Imaginons que c'est parce qu'il y a du mal à avoir des rendez-vous. Donc là, ça veut dire potentiellement que son message n'est pas bon. Donc ça veut dire que peut-être il ne connaît pas assez bien son persona et peut-être que le message qu'il utilise pour pouvoir atteindre son persona n'est pas assez précis et donc en fait il parle à personne. Ou alors il ne met pas le bon message en face des bonnes personnes. Ça c'est possible aussi et donc ça peut bloquer le fait que la personne prenne rendez-vous derrière forcément si on ne s'adresse pas à elle de la bonne façon. Oui. Et si c'est au niveau de l'appel de vente, ça peut être parce que l'offre n'est pas bonne. Donc par exemple, juste la personne n'a aucun intérêt à passer à l'action maintenant. Pourquoi elle passerait à l'action maintenant? S'il n'y a pas de rareté, s'il n'y a pas d'urgence, pourquoi elle s'engagerait finalement? Donc il y a ça. Est-ce que la valeur perçue de son offre, elle est suffisamment élevée par rapport à la valeur réelle? Voilà, donc ça peut être... Est-ce qu'il y a des garanties? Est-ce qu'il y a des bonus? Ce genre de choses. Exact. Donc ça peut être vraiment plein de choses. Ouais. Et s'il n'arrive pas à avoir du trafic, donc là c'est la dernière problématique qu'il peut avoir, s'il n'arrive juste pas à trouver des personnes à qui mettre devant qui il peut positionner son message, là en fait on va se concentrer
concentré sur ses ressources. Donc, est-ce qu'il a une communauté sur Instagram, par exemple, qu'il peut utiliser pour pouvoir mettre ces personnes-là face à un message et tester son message? Est-ce qu'il a de quoi investir en publicité pour pouvoir, pareil, mettre des personnes face à ce message? Ou est-ce que, j'en sais rien, il y a des partenaires stratégiques possibles, donc des amis à lui qui, par exemple, je sais pas, il y a un produit dans l'équitation et ses partenaires stratégiques, dont ses amis, ont une communauté qui est ciblée dans l'éducation avec un public sur l'équitation, pardon. Et donc, il va pouvoir utiliser ce trafic-là. Enfin, voilà, quelles sont ces ressources possibles pour mettre des personnes en face de son message? Donc, ça dépend des étapes et voilà. Ok, très intéressant. Donc, si on devait résumer ton activité face à une personne qui a une formation et ça marche pas, c'est pas donner des clés comme ça tout de suite, c'est déjà analyser. Ouais. Analyser ce que la personne propose, son persona, le trafic, les partenariats, etc. D'où vient le problème, ouais. D'où vient le problème, et ensuite construire une offre. Si on doit résumer, en gros, si la personne a une offre qu'elle ne vend pas, la première question qu'elle doit se poser, c'est à quel moment du processus ça bloque? Ouais. Et ensuite, selon l'étape du processus où ça bloque, là, mettre en place des changements, les changements nécessaires pour que cette première étape du processus soit validée et du coup on passe à la deuxième. Donc par exemple, première étape du processus, mettre du trafic, donc mettre des personnes devant mon message pour avoir des rendez-vous. Deuxième étape du processus, avoir des rendez-vous et les closer. Trafic, rendez-vous, closing. Et toi, tu construis tout ça? Moi, je construis tout ça, tu travailles sur le trafic, le rendez-vous, le closing. C'est ça. D'accord. Et donc, en général, quelqu'un qui vient te voir, il ressort avec une garantie, là aussi, offre irrésistible et garantie d'avoir des résultats. C'est ça. Si au bout des 3 mois, on n'a pas atteint du coup un objectif qui est très précis, qu'on a fixé avec eux, on leur offre 2 mois d'accompagnement supplémentaire. Et si au bout de ces 2 mois-là, on n'a toujours pas atteint leur objectif, alors qu'ils ont mis toutes les actions en place qu'on leur avait du coup préconisées, donc on va vérifier quand même qu'ils aient mis toutes les actions en place, là, à ce moment-là, du coup, on les rembourse. Quand je te regarde, je me dis, bon, voilà, on a une femme qui est active, dynamique, une femme dans un monde d'entrepreneurs. Facile, pas facile? Oui, je pense que c'est facile. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup plus d'attention des personnes, ne serait-ce que pour les publicités. C'est plus facile d'arrêter les personnes sur les publicités, je pense, ma théorie, quand on est une femme, ou quand le hook, en tout cas, démarre par une femme. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs que je vois qui mettent des femmes en hook avant, du coup, de pouvoir parler sur la publicité, ou une femme qui fait la publicité, tout simplement. Donc assez intéressant. Donc, on a plus d'attention. En fait, c'est juste des cartes qui sont différentes à jouer. C'est-à-dire? C'est vraiment ça. C'est-à-dire que, par exemple... on va pouvoir avoir tendance à peut-être sous-estimer ce qu'une femme est capable de faire dans l'entrepreneuriat. Donc, potentiellement, on peut avoir tendance à sous-estimer une femme. Et donc, ça, c'est très intéressant parce que ça nous amène à, quand on est dans un groupe d'entrepreneurs ou autres, personnellement, ma stratégie, c'est juste de ne pas parler, juste observer pour pouvoir comprendre dans quel espace je suis, dans quelle dynamique sont les personnes et quelles sont leurs croyances, leur façon de penser, leur façon d'agir et de s'exprimer. Et à partir du moment où ils me posent la question, où ils me posent une question, c'est à ce moment-là où je parle du coup de mon expertise et c'est à ce moment-là qu'on m'écoute. Et en général... on continue du coup de parler avec moi à partir du moment où on voit que je m'y connais dans ce domaine et que je peux conseiller quelque chose d'intéressant ou alors poser des questions qui sont pertinentes par rapport du coup à la problématique que la personne évoque justement juste avant dans cette discussion. Mais est-ce qu'il faut se battre davantage quand on est une femme entrepreneur? C'est ce qu'on peut entendre quelquefois en disant il faut se battre un peu plus. En tout cas, dans le monde de l'entreprise, on l'entend un peu plus, qu'il y a des plafonds de verre. Est-ce que cette notion de plafond de verre, elle se retrouve aussi dans l'entrepreneuriat? Non, je pense pas. Franchement, je pense pas. Et il y a toujours une polarité. Donc, il y a il y a l'énergie masculine et l'énergie féminine. Et en fait, il y a des femmes avec une énergie masculine et des femmes avec une énergie féminine. Et en fait, les personnes
que tu vas attirer vont être sensibles à ton énergie. Et donc, il y a des hommes qui vont préférer travailler avec des femmes, il y a des hommes qui vont préférer travailler avec des hommes, il y a des femmes qui vont préférer travailler avec des hommes et des femmes qui vont préférer travailler avec des femmes. Donc, en fait, c'est pas dérangeant, c'est juste différent. Et c'est vraiment comprendre dans quel système on évolue, dans quel schéma on évolue et quelles sont les cartes qui sont à notre disposition pour pouvoir faire en sorte d'atteindre nos objectifs. Qu'est-ce qui est dans notre contrôle, qu'est-ce qui n'est pas dans notre contrôle. Et dans ce qui est dans notre contrôle et dans le contexte dans lequel on évolue, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles actions on peut mener pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et en général, les actions vont juste être peut-être un petit peu différentes ou alors le comportement va être un petit peu différent. Mais c'est juste un chemin qui est différent pour atteindre ton objectif, c'est tout. Okay. C'est pas plus compliqué ou même peut-être un peu plus facile. Moi, je vois ça comme même peut-être plus facile. Ouais. Et après, tu vis aussi ce que tu crois et ce que tu tolères. Donc, si tu penses que ça va être difficile, ce sera difficile. Ouais. Il y a beaucoup plus de chances, en tout cas, pour que ce soit. Ouais. D'accord. Alors maintenant, un point qui me vient en tête, c'est que tu es quand même assez jeune. Et l'entrepreneuriat, quand on est jeune, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est plus difficile ? Est-ce que peut-être il y a plus d'opportunités ? En fait, je pense que ça revient à la même question de comment ça se passe quand tu es une femme dans le business. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des avantages, il y a des inconvénients ou en fait d'autres cartes à utiliser pour pouvoir atteindre ses objectifs. Mais en soi, c'est pareil, le chemin est juste un tout petit peu différent, mais tu as aussi des avantages. Par exemple, c'est pareil, au niveau de l'attention. Moi, quand je vois des fois, je suis sur Instagram et je tombe sur une personne qui a, je crois, 14 ans, qui fait des business, etc. Mais je me dis, mais incroyable. Et là, vous pouvez être sûr que je vais de suite sur son Instagram, je regarde toutes ses vidéos et je trouve ça incroyable. Donc, il y a l'attention, il peut y avoir autre chose. Parce que justement, c'est 14 ans, plein de business. Et alors ? Ouais, parce que c'est hyper descriptif. Et c'est pareil, quand on est une femme qui entreprend et qui est sûre d'elle et qui va de l'avant, ça peut être aussi dans une forme disruptive aussi. Et donc, on va avoir tendance à plus donner de l'attention à cette chose qui nous paraît plus originale ou plus originale. Donc, il peut avoir ça. Il peut avoir aussi peut-être des aides ou du soutien ou justement des personnes qui vont se dire, c'est hyper intéressant, c'est hyper original. Je crois en toi, je crois en ton projet et j'ai envie de t'aider. Il y a des personnes qui vont avoir aussi envie de t'aider. Enfin, franchement, ça a aussi plein d'avantages. Oui, et c'est la façon du coup dont tu utilises tes cartes. À quel point tu peux les identifier, ces avantages et ces cartes, et comment tu décides de jouer avec. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que par exemple, si on prend l'exemple de LinkedIn, le fait de commencer très tôt à publier sur LinkedIn, moi je pense que c'est important parce que c'est un élément différenciant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, il y en a moins en tout cas de jeunes sur LinkedIn, et donc le fait de faire ça, c'est un élément différenciant et valorisant, et plus on le fait tôt, mieux ce sera sans doute. Et donc c'est un peu la même chose, je pense, pour l'entrepreneuriat en général. En fait, il faut juste essayer. Et puis, il y a quand même des avantages, c'est vrai, que tu viens d'expliquer. Une question qu'on se posait, c'est depuis que tu es entrepreneur à succès, que ton entreprise a de nombreux clients, qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien ? Quelles sont les habitudes qui ont changé, les éléments marquants ? Alors, mes habitudes n'ont pas réellement changé, à part des fois, avec le temps, on perd des bonnes habitudes qu'on avait. Par exemple, le fait de faire des affirmations, d'écrire des affirmations, de pouvoir les dire, etc., de faire de la visualisation, on le fait jusqu'à temps que ça marche, et quand ça marche, en général, on arrête de le faire. Et ça, c'est pas bien. Et en fait, quand on voit que justement, peut-être notre énergie baisse, on a moins de discipline, etc., parce que justement, ça vient de tout ça, ça vient de la tête et de ce qu'on pense, de nos croyances, etc. Et quand on voit que justement ça descend, on se pose des questions, et puis finalement, on se remet à revoir cette habitude jusqu'à temps que ça marche. Après, on la lâche un petit peu, parce que ça prend du temps, parce que voilà, c'est de la discipline aussi, c'est quelque chose qu'on fait, etc. Et donc, des fois, je peux avoir cette période de négligence un petit peu envers tout ce qui est visualisation, etc. Alors que c'est
tellement important. Donc, au niveau de mes habitudes, ça n'a pas réellement changé, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des courbes dans lesquelles j'ai plus de laisser aller. Mais par contre, en 3 ans, mon habitude quotidienne, c'est vraiment planification. Je fais quoi demain ? Heure par heure, je fais quoi ? Le temps, c'est trop important, ça passe tellement vite. C'est fou. Et il faut du coup pouvoir le conscientiser et l'optimiser au maximum par rapport à ce qu'on veut vivre et ce qu'on veut faire. Ouais. Et me poser la question aussi constamment, qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce que je veux vivre ? Qu'est-ce que je veux vivre chaque jour ? Si je meurs demain, je veux avoir accompli quoi ? Je veux vivre quoi ? Ça me fait penser à une autre question assez classique quand on est dans l'entrepreneuriat, ou en tout cas au début, mais je pense que c'est des questions qu'on se pose régulièrement, peut-être inspirationnelles pour ceux qui nous regardent et les entrepreneurs qui nous regardent. C'est quelle est la croyance limitante la plus forte que tu as pu lever ? Justement, j'en ai une que j'ai pas réellement levée et qui me permet aussi d'avancer. Donc en fait, c'est pareil, les croyances limitantes, je trouve que ça a des avantages aussi et des fois, vraiment, j'ai travaillé en fait sur cette croyance un moment et puis je me disais, mais mince, je veux me sentir assez. Moi, c'est vraiment ce truc-là, c'est vraiment être assez, faire assez. Et du coup, le point positif, c'est que j'ai toujours envie de faire mieux. Donc c'est génial. Et il y a vraiment un temps où, surtout au début, je me disais, mais mince, punaise, je suis bloquée. Et je suis bloquée parce que je pense que c'est pas assez bien, etc., etc. Et voilà. Au fur et à mesure du temps, c'est une croyance que je trouve aidante plutôt que bloquante. C'est-à-dire que déjà, le fait d'en prendre conscience, ça me permet... Je n'ai pas compris, c'est quoi la croyance limitante là ? C'est de ne pas être assez. De ne pas être assez. Pas être assez, de ne pas faire les choses assez bien, c'est jamais assez bien, pas assez. Et ça, finalement, je me suis longtemps battue avec ça, contre ça, et après, je me suis dit, mais j'ai pas envie d'enlever cette croyance. Parce que c'est cette croyance, justement, qui fait que j'ai la flamme le matin qui me dit, mais let's go, va travailler, il y a des choses à faire, c'est pas assez, il faut faire mieux, etc. Et du coup, je me dis, mais si j'enlève ça, peut-être que ça va m'enlever aussi une partie de cette force-là que j'ai et de ce truc-là que j'ai en moi, finalement. Et donc, c'est maintenant quelque chose que j'ai tourné en positif. Et par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de prendre conscience de ces croyances pour pouvoir décider de la façon dont elles nous impactent. Parce que justement, la façon dont j'ai décidé que moi, elle allait m'impacter, c'est que j'identifie que là, je pense que c'est pas assez, donc ça me bloque. Donc, c'est le moment de passer à l'action parce que, de toute façon, faut passer à l'action. Et d'un autre côté, c'est pas assez, donc let's go, on y va, on va faire mieux, on va aller chercher plus loin et voilà, être dans cette quête-là finalement. Si tu avais un conseil qui reprend en quelque sorte tout ce qu'on s'est dit, un conseil à donner aux gens qui nous regardent pour passer à l'action, pour entreprendre, pour faire le pas de l'entrepreneuriat, c'est, je pense, vraiment définir qui on veut être, parce que tout part de là. Quelle personne tu veux être, comment elle agit cette personne, qu'est-ce qu'elle fait dans sa journée cette personne, où elle est, de qui elle est entourée, quel impact elle a dans le monde. Et quand tu as défini ça t'amène beaucoup plus de clarté sur tout ce que tu fais et ça donne un sens aussi à tout ce que tu fais chaque jour. Mais alors, est-ce que tu ne crois pas que cette pensée qui on veut être, elle a plus de chances d'être entendue par quelqu'un de jeune plutôt que quelqu'un qui est quand même assez avancé dans sa vie, qui se dit « j'ai déjà été ». Ouais, c'est vrai. Et c'est vraiment une conversation que j'ai beaucoup avec mon père, qui justement, il a vraiment ce truc de « je suis déjà en fait ». Il n'y arrive plus à voir en fait qui il veut être parce qu'il a été pendant des dizaines d'années. Pour les personnes qui sont justement dans cette phase-là, c'est peut-être de se demander, et c'est ce que je lui dirais, c'est ok, qu'est-ce que j'ai envie de vivre et à quel point ce que je vis actuellement est différent de ce que j'ai envie de vivre et qu'est-ce qui est en mon contrôle pour changer ça. Qu'est-ce qui est dans mon contrôle ? Et vraiment, j'ai l'impression que quand les personnes avancent dans l'âge, elles restent bloquées sur le passé. Il y a beaucoup de passé qui ressassent et beaucoup d'excuses et beaucoup de oui, mais je peux pas parce que tu comprends, j'ai vécu ça, etc. Et c'est normal. C'est normal, ça fait des dizaines d'années qu'ils vivent ça. Donc bien sûr, ils ont raison. Ils ont raison. C'est logique, leur façon de penser est cohérente. Mais par contre, ok, il y a eu ça qui s'est passé, effectivement. On ne peut pas revenir dessus, c'est passé. Maintenant,
qu'est-ce que tu veux vivre et est-ce que ce que tu vis là actuellement, tu es satisfait de ça? Est-ce que ça correspond à ce que tu veux vivre? Et sinon, qu'est-ce qui est dans ton contrôle réellement de là, dans le présent? Qu'est-ce qui est dans ton contrôle pour pouvoir atteindre cette situation-là? Et ça, c'est vraiment un schéma de pensée que j'essaie de partager, en tout cas avec mes parents, quand justement ils me parlent de ce qui va pas. Ouais, mais c'est parce que ça, etc. Oui, mais non. Une dernière question par rapport à ce que tu viens de dire, c'est premièrement, quelle est ta vision de l'avenir par rapport à ton activité, par rapport à ta personne, et quels sont tes objectifs? Parce que tu nous parlais de l'importance des objectifs. Et là, aujourd'hui, si tu te vois dans 1 an, dans 10 ans, quels sont tes objectifs? Quelle est cette motivation que tu vas avoir à l'avenir? Alors, moi, j'aimerais ne pas juste avoir une société, mais en avoir plusieurs et pouvoir aussi faire potentiellement de l'equity dans d'autres sociétés, etc. Donc, prendre des parts, faire évoluer d'autres entreprises grâce du coup aux compétences que j'ai pu acquérir. Tout à l'heure, on parlait justement de choix et de sacrifices qu'on a fait. Le sacrifice aujourd'hui que je fais, c'est de passer très peu de temps avec mes parents, par exemple, qui sont les personnes qui sont les plus importantes de ma vie. Et je sais que quand, par exemple, je suis chez eux, je passe mon temps dans ma chambre à travailler. Je les vois pas. Alors que je suis chez eux, je les vois pas du tout. Et c'est un sacrifice et c'est quelque chose dont j'ai conscience. Et donc, passer plus de temps dans l'avenir avec... et ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaie déjà de faire. Il n'y a pas longtemps, pour l'anniversaire de mon père, je l'ai fait venir à Paris. On a passé du coup 2 jours incroyables à Paris. C'était trop cool. Et donc, vraiment, pouvoir passer du temps de qualité comme ça avec mes parents. Et ça, c'est vraiment... Et surtout, en fait, pouvoir faire en sorte que mon avenir, celui de mes proches, donc de mes parents, également l'avenir de toutes les personnes qui m'auront fait confiance, soit au maximum sécurisé et prédictible, du coup, grâce au système que je construis. Donc, c'est vraiment ça, la vision de l'avenir, pouvoir impacter positivement le monde, que chaque personne puisse avoir le choix de ce qu'il fait de sa vie, de ce qu'il fait de ses journées, parce que y a quelque chose qui tourne en automatique et qu'il a librement la possibilité de vivre de sa passion et pas de vivre en faisant du marketing toute sa journée et que ça marche pas et que c'est pages et machin. Ça, vraiment, avoir quelque chose qui tourne de façon automatique et voilà, amener beaucoup de bonheur et d'amour dans ce monde. Laura, on te revoit dans 10 ans, t'es qui? Alors, dans 10 ans, déjà, je pense que j'aurai créé une famille. C'est important aussi pour moi, que j'aurais pu impacter énormément du coup de monde en faisant des podcasts, en faisant des interventions en séminaire, en aidant, en accompagnant plein de personnes avec mon équipe aussi, avec plusieurs sociétés, avec des parts dans plusieurs entreprises, enfin voilà. Moi, je trouve que tu as vraiment des grandes ambitions et ça, c'est quelque chose qui est très appréciable. De voir une personne vraiment ambitieuse, courageuse. On voit que depuis le début de ton aventure entrepreneuriale, tu as toujours maintenu un cap de courage, de détermination, de résilience. Et franchement, c'est très admirable. Je vais te laisser conclure ce podcast. Alors déjà merci Laura, puisqu'on a passé une journée entière ensemble, donc merci beaucoup, merci de toute ta transparence, parce que c'est vrai que tu nous as livré énormément de choses. Maintenant tu es aussi la première femme qu'on invite, donc je vois que être une femme finalement c'est avant tout une vision de perspective et puis d'appréhension des choses. J'encourage donc à tous ceux qui nous regardent, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok, à s'abonner, à nous suivre, parce qu'on aura encore d'autres invités. Voilà, donc abonnez-vous, n'hésitez pas. Merci Laura. Merci beaucoup à toi en tout cas. Au revoir.